Bonjour. Comme nous l'avons déjà vu, la lithosphère est une enveloppe terrestre qui est constituée de roches rigides. Et cette lithosphère est constituée de deux choses. La croûte, qui est la partie la plus superficielle du globe, et le manteau lithosphérique, qui est la partie rigide, et donc la plus superficielle du manteau. La croûte constituant la partie supérieure de la lithosphère peut être de deux natures différentes. Il peut s'agir de croûte continentale ou de croûte océanique. Et on a vu, lors de la précédente vidéo, que la croûte océanique était fabriquée au niveau des dorsales, grâce au refroidissement de magma. Mais une fois créée, la lithosphère océanique va progressivement subir des modifications au cours du temps. Et c'est donc ce que nous allons traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, intéressons-nous un peu aux roches de la croûte océanique. Nous avions vu précédemment que cette croûte était constituée de basalte en surface et de gabbro en profondeur. En fait, ce n'est pas vraiment la réalité. Au moment de la formation de la croûte, au niveau de la dorsale, c'est bien ce qu'on a. Mais ensuite, ces roches vont progressivement se transformer, en subissant des réactions chimiques. Alors une réaction chimique, vous savez tous ce que c'est, puisque vous en faites dans des tubes à essai en cours de chimie. Mais là, c'est particulier, puisqu'il s'agit de réactions chimiques à l'état solide. Concrètement, ça signifie que, même dans une roche solide, les éléments chimiques peuvent se déplacer, se rencontrer et réagir ensemble. Ces réactions à l'état solide, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Et à la différence avec les réactions que vous faites en chimie, les réactions du métamorphisme, elles, sont extrêmement lentes. Ainsi, il faut des dizaines, voire des centaines de milliers d'années pour que ces réactions chimiques aient le temps de se faire. Il y a globalement deux choses qui peuvent générer du métamorphisme, l'apport de molécules d'eau, qui peuvent réagir avec certains éléments de la roche, et les changements dans les conditions physiques environnantes, à savoir la pression et la température. L'influence de la pression et de la température sur les roches peut être représentée dans ce genre de diagramme. Il s'agit d'un diagramme PT, avec la température sur l'axe des abscisses et la pression sur l'axe des ordonnées. Attention, l'axe de la pression est orienté vers le bas pour rendre compte de la profondeur. Et dans ce diagramme, on peut indiquer les domaines de stabilité des différents minéraux. Ces domaines de stabilité correspondent à une chimie donnée. En l'occurrence, ici, j'ai représenté les domaines de stabilité des minéraux pour une chimie typique d'une croûte océanique. Alors concrètement, ça signifie quoi? Eh bien, en fait, chacun de ces domaines correspond à un certain assemblage de minéraux. Par exemple, si une roche de la croûte océanique est située en surface, avec une température située entre 0 et 400 degrés, on aura de la chlorite et de l'actinote. Alors que, si la roche est située dans des conditions plus chaudes, avec des températures supérieures à 800 degrés, on aura plutôt des plagioclases et des pyroxènes. Du coup, au moment de la formation des roches de la croûte océanique sur la dorsale, ces roches sont bien formées en surface et sont très chaudes. C'est pour cela que, au départ, on a des basaltes et des gabbros, qui sont constitués donc majoritairement de feldspathes plagioclases et de pyroxènes, car on se trouve dans ce champ-là. Mais au fur et à mesure que les roches océaniques vieillissent et s'éloignent de la dorsale, elles vont refroidir, notamment à cause de l'hydrothermalisme. Alors, petite parenthèse, l'hydrothermalisme, en fait, c'est quand l'eau de mer s'infiltre dans la croûte, se vaporise en profondeur par la chaleur, puis remonte au niveau des cheminées hydrothermales. Cette circulation d'eau dans la croûte permet ainsi de refroidir tout ça, et donc même de refroidir l'ensemble de la lithosphère. À cause de ce refroidissement, les roches océaniques vont ainsi se décaler vers la gauche dans notre diagramme PT, et vont donc franchir cette limite, que j'ai notée 1, entre le champ plagioclase plus pyroxène et le champ plagioclase plus hornblende. Du coup, il y a une réaction métamorphique qui aura lieu, qui permettra la transformation du pyroxène en hornblende. À noter que cette réaction fait intervenir de l'eau, qui est fournie du coup par l'hydrothermalisme. D'ailleurs, les hornblendes qui sont formés lors de cette réaction sont des minéraux hydroxylés, c'est-à-dire qui contiennent de l'eau. En fait, c'est des minéraux hydratés. Ces hornblendes apparaissent à l'interface entre les pyroxènes et les plagioclases, qui sont les deux réactifs de la réaction. Donc en fait, on va parler là d'auréoles métamorphiques. Ensuite, les roches continuent de se refroidir, toujours à cause de l'hydrothermalisme. Et ça va alors permettre une deuxième réaction chimique, notée ici par le chiffre 2. Cette réaction va faire apparaître deux nouveaux minéraux hydratés, la chlorite et l'actinote. Cette réaction 2 fait aussi intervenir de l'eau, qui est encore une fois fournie par l'hydrothermalisme. Lorsqu'on est dans le champ de stabilité de la chlorite et de l'actinote, on dit qu'on est dans le faciès des schistes verts, car ces deux minéraux sont de couleur verte. Ainsi, les schistes verts sont des roches vertes, issues du refroidissement des basaltes et des gabbros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois que la lithosphère est très âgée, elle va finir par entrer en subduction, en plongeant
dans la sténosphère. Et en plongeant, la profondeur des roches va augmenter, ce qui sera responsable d'une augmentation de la pression. La température, quant à elle, elle augmentera un petit peu, mais pas beaucoup, à cause de l'inertie thermique. Parce que du coup, les roches, elles mettront très longtemps à se réchauffer. Du coup, dans notre diagramme, on va se décaler plutôt vers le bas. Et cette augmentation de pression va provoquer de nouvelles réactions chimiques. On va déjà avoir une réaction entre la chlorite et l'actinote qui va donner du glaucophane, une amphibole bleue. Et si la pression augmente encore, il y aura apparition de jadéite, un pyroxène de couleur verte. Ce glaucophane donnera une couleur bleutée à la roche, que l'on qualifie donc de schiste bleu. Ainsi, on qualifie le domaine de stabilité de ce minéral de faciès des schistes bleus. Et enfin, si la pression continue encore d'augmenter, on franchit une nouvelle limite, qui correspond à l'apparition de grenats cette fois. À noter que cette dernière réaction est associée à une déshydratation, car il y a émission d'eau qui va ainsi s'échapper de la roche. Retenez bien ça, parce que cette émission d'eau, elle aura des conséquences inattendues, et j'en parlerai d'ailleurs dans ma prochaine vidéo. Une roche qui contient à la fois des grenats et de la jadéite, on appelle ça une éclogite. Et une éclogite, ça ressemble à ceci. En gros, il s'agit d'une roche globalement verte, à cause de la jadéite, mais avec des taches rondes de couleur bordeaux, qui correspondent aux grenats. Au microscope polarisant, les grenats se reconnaissent très bien, car ce sont des minéraux qui sont toujours éteints, donc noirs, en lumière polarisée analysée. Et ce sera tout pour les métamorphismes affectant les roches de la croûte océanique. Mais ce n'est pas la seule modification que va subir la lithosphère. En effet, l'épaisseur et la densité de la lithosphère vont aussi augmenter avec l'âge. Et je vais maintenant essayer d'expliquer pourquoi. Déjà, en vieillissant, la lithosphère va se refroidir. Ça, et on l'a déjà dit, c'est parce que la lithosphère va subir de l'hydrothermalisme. L'eau s'infiltre dans les roches, l'air refroidit, puis ressort au niveau des sources hydrothermales. Et ce refroidissement sera responsable d'une augmentation de l'épaisseur lithosphérique. En fait, pour bien comprendre ça, il faut savoir ce que c'est que la lithosphère. La lithosphère, elle est délimitée à sa base par le sommet de la LVZ, qui, lui-même, correspond à l'isotherme 1300 degrés. En gros, ça signifie que si les roches du manteau, elles ont une température inférieure à 1300 degrés, alors elles sont plutôt rigides. Donc, elles appartiennent plutôt à la lithosphère. Alors que si les mêmes roches du manteau ont une température au-dessus de 1300 degrés, alors elles vont être plus ductiles, et elles vont donc appartenir à la sténosphère. Mais du coup, si la lithosphère se refroidit, alors cet isotherme 1300 degrés se retrouvera plus en profondeur, ce qui, de fait, sera responsable d'un épaississement de cette lithosphère. Et cet épaississement sera aussi responsable d'une augmentation de la densité. Alors, le lien entre les deux n'est pas forcément évident à saisir, alors suivez bien le raisonnement. Comme on l'a dit, la lithosphère est constituée de deux choses. Une croûte océanique, de faible densité, qui fait toujours la même épaisseur, à peu près 6 km, et un manteau lithosphérique de plus forte densité et d'épaisseur variable. À noter que la densité du manteau lithosphérique est même légèrement supérieure à celle du manteau asténosphérique. Ça, c'est à cause de la dilatation thermique. Comme les roches de la sténosphère sont plus chaudes, alors elles prennent plus de place, elles se dilatent, et donc elles sont un peu moins denses. Mais malgré ça, la lithosphère ne s'enfonce pas dans la sténosphère, car la faible densité de la croûte va compenser le surplus de densité du manteau lithosphérique. En gros, la croûte, elle va se comporter un petit peu comme une sorte de flotteur, qui permet de maintenir l'ensemble de la lithosphère à flot. Du coup, si on calcule la densité moyenne de la lithosphère située proche de la dorsale, on voit bien que, grâce à la croûte, elle est bien inférieure à celle de la sténosphère sous-jacente. Donc c'est normal qu'elle reste au-dessus. Mais, au fur et à mesure que la lithosphère s'éloigne de la dorsale, elle va se refroidir. Donc comme on l'a dit, eh bien elle va s'épaissir. Du coup, on aura une plus grande proportion de manteau lithosphérique par rapport à la croûte. Et comme ce manteau est plus dense que la croûte, on aura alors une augmentation de la densité moyenne de la lithosphère, qui reste cependant encore inférieure à celle de la sténosphère. Donc plus la lithosphère vieillit, plus la proportion de manteau lithosphérique augmente, et donc plus sa densité moyenne augmente. Jusqu'à un point où le manteau lithosphérique devient tellement épais que la densité moyenne de la lithosphère devient supérieure à celle de la sténosphère. À ce moment-là, la faible densité de la croûte ne suffit plus à compenser le poids du manteau lithosphérique qui est beaucoup trop épais. Et c'est donc à ce moment-là que la lithosphère va commencer à s'enfoncer dans la sténosphère, ce qui va amorcer une zone de subduction. Alors ça c'est la théorie, mais dans le monde réel, c'est bien sûr un peu plus compliqué que ça. Dans certains cas, on peut avoir une lithosphère jeune qui peut quand même entrer en subduction, comme c'est le cas dans les Andes, par exemple.
Donc là, on parle de subduction forcée. Donc la cause, elle repose uniquement sur les mouvements des plaques. Et dans ce cas-là, le plan de subduction, il va être relativement peu pentu. Dans d'autres cas, on peut aussi avoir une lithosphère très vieille, mais qui reste quand même en surface, pendant très longtemps. Par exemple, à l'ouest de l'océan Pacifique, on a une lithosphère qui entre en subduction qui peut avoir plus de 140 millions d'années. En revanche, quand vous avez une lithosphère aussi âgée qui se met à plonger, il y a en général une forte pente du panneau plongeant, comme on peut le voir ici sur cette coupe. Comme on a pu le voir, la lithosphère va subir des changements. Déjà, la croûte océanique subit 2 épisodes de métamorphisme. Un refroidissement, couplé à une hydratation, qui sera responsable de la transformation des basaltes et des gabbros en schiste vert. Puis une augmentation de la pression lors de la subduction, qui sera responsable de la transformation des schistes verts en schiste bleu, puis en éclogite. De plus, le refroidissement progressif de l'ensemble de la lithosphère va entraîner son épaississement, qui sera lui-même responsable d'une augmentation de sa densité moyenne. C'est cette augmentation de densité qui sera, au bout d'un certain temps, responsable de la subduction, donc de l'enfoncement de la lithosphère dans la sténosphère. Ces subductions constituent des zones géologiques bien particulières et seront donc le sujet de ma prochaine vidéo.